à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14. Place maintenant à votre émission Place publique. Le procureur de la République est notre invité ce jeudi, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour, monsieur le procureur Camille Miansoni. Bonjour, monsieur Minas, bonjour, madame. Alors, vous êtes l'homme du jour et je dirais l'homme de la semaine. Depuis quelques jours, on ne parle que de vous dans les médias, depuis cette affaire du conseil départemental où l'on a vu la mise en examen du président de l'institution, Swabadine Ramadani, ainsi que de 5 directeurs. Alors, on sait que cela concerne des postes qui ont été attribués à des gens en 2016 ou même 2015, je crois, qui ne les méritaient pas. Alors, on va expliquer un peu de quoi il s'agit exactement, parce que beaucoup de questions se posent. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas tous les termes juridiques et exactement le sens de l'action qui a été engagée par la justice. Mais d'abord, j'aimerais que vous nous expliquiez d'où vient l'origine de cette affaire. On a parlé d'une plainte, peut-être 2 plaintes. Qui a porté plainte et pourquoi ? Alors, d'abord, merci pour votre invitation. Vous indiquez à l'instant, je fais la une des médias, c'est en réalité pas moi. L'actualité, c'est d'abord l'actualité judiciaire. Je n'en suis que l'un des acteurs de cette actualité judiciaire. Et pour revenir à votre question, en 2016, après une réorganisation engagée par le département, avec la nouvelle majorité, un organigramme mis en place, et dès cet instant, il y a eu des réactions de la population, des réactions des personnes travaillant au sein de cette collectivité, et sont arrivées au parquet, d'abord dès le mois de mai, le 10 mai 2016, il y a un premier courrier, qui est une plainte, d'une personne qui, à l'évidence, est à l'intérieur du département, puisqu'elle joint à sa plainte un certain nombre de documents, plainte dans laquelle cette personne met en cause les modalités de recrutement. Il va même plus loin, ce qui me laisse penser qu'il s'agissait d'une personne bien renseignée, puisque cette personne invoque les conditions de création et de suppression d'emplois dans des termes qui laissent penser qu'il s'agissait d'une personne au cœur du système. Donc une première plainte en mai 2016, puis une seconde plainte le 18 juillet 2016, cette fois-ci émanant d'un représentant du personnel du département, portant des griefs sur le même sujet à propos de ces mêmes recrutements. Et donc c'est à partir de ces 2 plaintes que votre prédécesseur, parce que vous n'étiez pas encore à Mayotte à ce moment-là, décide d'engager une poursuite. Très naturellement, puisque lorsque nous recevons un signalement ou une plainte, j'indique pour le deuxième courrier, il s'agissait d'un signalement sur le fondement de ce fameux article 40. L'article 40 du Code de procédure pénale impose à tout agent public qui a connaissance dans l'exercice de ses fonctions d'un fait susceptible d'être qualifié d'infraction, d'en aviser le procureur de la République. C'est une obligation. C'est une obligation légale. Même s'il n'est pas en rapport direct avec les personnes qui ont commis Même ce s'il délit. n'est pas en rapport direct, dès l'instant Oui, où, connaissance, dans l'exercice de ses fonctions, un agent public au sens large a connaissance de la commission potentielle d'une infraction, d'un fait susceptible de recevoir la qualification d'infraction, il est tenu d'en aviser le procureur de la République. Et c'est ce qui se passe le 18 juillet 2016, lorsque cet agent, ce représentant du personnel, il vise explicitement l'article 40 du Code de procédure pénale. Il dit, dans l'exercice de mes fonctions, j'ai eu connaissance de faits de telle nature dont il décrit factuellement, et il me semble que ces faits pourraient être qualifiés pénalement. D'accord. Et donc mon prédécesseur, sur la base de ces 2 signalements, ouvre une enquête préliminaire qu'il confie à la section de recherche de la gendarmerie de Pamandzi. Alors, est-ce que le président du conseil départemental est mis en examen dans cette affaire parce qu'il est président du conseil départemental, donc responsable de l'institution, donc nécessairement il faut qu'il soit mis en cause, ou est-ce qu'il a, selon les premiers éléments de l'enquête qui est menée actuellement, une action directe menant à cette infraction ? Alors, le président du conseil départemental est mis en examen pour prise illégale d'intérêt par un élu public.
Ça signifie ? Il est un principe en droit pénal français qu'on ne peut être responsable pénalement que de son propre fait. Donc, s'il est mis en examen, c'est parce qu'il existe des indices graves ou concordants, laissant penser qu'il a pu commettre les faits qu'on lui reproche. Alors, la prise illégale d'intérêt, c'est le fait, lorsqu'on est un décideur public, qu'on agit dans l'exercice de ses fonctions, qu'on puisse avoir un intérêt dans une opération, dans une entreprise pour laquelle on exerce des missions de contrôle, d'administration, de paiement, de liquidation. Bref, lorsqu'on a une autorité sur des décisions qui concernent une entreprise, au sens large, donc une entreprise, une opération, une activité, une mission, un marché, dans lequel on peut avoir un intérêt personnel, on peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Et une précision complémentaire, l'intérêt dont il s'agit ici, au terme de la loi, c'est pas seulement un intérêt financier. C'est-à-dire que même s'il n'a pas touché un sou dans cette histoire... Même s'il n'a pas touché un seul sou, le fait de potentiellement avoir un intérêt qui peut être politique, qui peut être familial, qui peut être amical, qui peut être sentimental, qui peut être simplement moral, on peut être poursuivi et condamné pour prise illégale d'intérêt. Pour dire les choses simplement, c'est la ligne rouge. C'est la ligne rouge que la loi fixe à l'égard des décideurs publics. Vous ne pouvez pas être des deux côtés. Lorsque vous prenez des décisions qui profitent, qui ouvrent un intérêt, on ne peut pas être celui qui décide et celui qui, d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, peut tirer profit de la décision que l'on prend. C'est une mesure de salubrité. En réalité, si on y réfléchit bien, ça protège le décideur public. C'est-à-dire que lorsque vous avez à prendre une décision et que vous savez, parce qu'il faut être au courant, sinon l'infraction n'existe pas, que vous savez qu'il y a un proche, un membre de sa famille, ou soi-même, qui va bénéficier de la décision que l'on signe. Il ne faut pas s'en occuper. Il faut pas être impliqué, il faut s'abstenir de prendre part à cette décision, voire même simplement au débat lorsqu'on est dans une assemblée délibérative ou simplement on doit donner un avis sur une décision qui doit venir. C'est une mesure de salubrité et au-delà, c'est une façon de dire, il ne peut pas y avoir de suspicion dans les décisions publiques. On doit créditer les décideurs publics d'une impartialité lorsqu'ils prennent des décisions. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, la prise illégale d'intérêt ne suppose pas une contrepartie que l'agent, celui qui a décidé, ait touché. Absolument pas. C'est pas. Ça peut exister, mais c'est pas nécessaire. C'est le simple fait que dans une opération pour laquelle on a un intérêt direct ou indirect, qu'on ait à prendre une décision de quelque nature que ce soit, de contrôle, d'administration, de paiement, de validation, voire un simple avis. Mais alors pour se défendre, d'ailleurs avant même d'être attaqué, puisque c'est une citation de nos confrères du journal de Mayotte qui date déjà un peu, puisque cet organigramme avait déjà été critiqué en son temps, il avait dit, mais de toute façon à Mayotte, on est tous cousins, on est tous parents, c'est difficile d'échapper à ça. C'est factuellement vrai, compte tenu de l'étendue du territoire, compte tenu de la population. Il est sans doute très probable que ceux qui sont natifs de ce territoire ont des liens avec beaucoup de gens qui y habitent. Et ça, c'est un fait. Mais ça n'exonère pas de la responsabilité qu'on a. Elle est même morale. Mais plus que morale, elle est juridique et pénalement sanctionnée. Ça n'exonère pas celui qui doit décider de s'interroger sur cette connivence d'intérêts qui peut exister et qui pollue non seulement le débat public, qui pollue la représentation que les populations et qui gaspille les fonds publics. Et qui gaspille, in fine, parce que derrière cela, il y a aussi une idée de bonne gestion publique. Je rappelle que cette infraction de prise illégale d'intérêt est classée dans un chapitre du Code pénal qui traite des atteintes à la probité.
il s'agit de la probité des agents publics. C'est nécessaire pour le fonctionnement harmonieux des institutions, c'est nécessaire pour le développement économique des territoires, c'est nécessaire pour la moralité publique. Alors, finalement, la leçon qu'on pourrait tirer de cette affaire, et pas seulement cette affaire, parce qu'il y en a d'autres sans doute, c'est que les assemblées publiques, conseils départementaux, les mairies, les intercommunalités et autres, quand ils embauchent quelqu'un, ils ont intérêt à ne pas le faire eux-mêmes, du coup, à confier ça à des cabinets de recrutement, ne pas s'en mêler. Les mécanismes, s'agissant des recrutements des agents publics, les mécanismes sont nombreux. Il peut y avoir des jurys de sélection, il peut y avoir des concours pour certains grades et corps au cadre d'emploi de fonctionnaires. Les mécanismes existent. S'il y a un risque pour l'agent public, le décideur public d'être impliqué dans une infraction, il existe des outils légaux, réglementaires, pour se prémunir de ce genre de mésaventure. Mais la loi pénale, elle est assez bien faite. Dans l'infraction dont il s'agit, on va rechercher l'élément intentionnel. On va rechercher la connaissance que la personne a pu avoir de l'acte qui était en train d'être posé. Alors, il y a une question, Bruno, des gens qui demandent déjà, est-ce que dans ce dossier-là, il n'y a que le président du conseil départemental qui serait dans le cadre de la prise illégale d'intérêt qui serait... Et que tous les autres seraient du recel uniquement, voilà. C'est ça? Alors, pour l'instant, parmi les mises en examen qui ont été ordonnées par les juges d'instruction, puisque j'indique au passage que c'est un dossier dans lequel il y a une co-saisine, c'est-à-dire pas un seul juge d'instruction, mais deux qui travaillent sur ce dossier. Il y a un seul élu qui est mis en examen pour prise illégale d'intérêt. Mais l'instruction n'est pas terminée. Je ne peux pas vous dire que d'ici la clôture de cette instruction, qu'il ne puisse pas y avoir un élément qui pourrait emmener les juges d'instruction à mettre en examen d'autres élus. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, un seul élu et des hauts fonctionnaires, des hauts cadres administratifs du département qui sont mis en examen. Alors, il y a une autre question justement qui découle de celle-là. On comprend la décision de la justice et les soupçons qu'elle peut porter sur un élu. En revanche, celui qui a obtenu le poste et qui n'a pas les compétences pour l'exercer, mais il y est pour rien. Je veux dire, je vais prendre un exemple simple. Je ne connais rien à l'informatique. On offre un poste de directeur informatique au conseil départemental. Je me dis, pourquoi pas, je vais essayer, je postule, je suis engagé. Ce n'est pas de ma faute. Alors, ce n'est pas de votre faute si vous ne le faites pas sciemment. C'est-à-dire en ayant connaissance que d'autres personnes compétentes aient pu être écartées? Alors, plus exactement, lorsque l'on bénéficie d'un avantage, de ressources, de biens qui sont issus d'un fait que l'on ne sait pas conforme aux règles, lorsqu'on est bénéficiaire d'un recrutement, pour reprendre votre exemple, tout en toute connaissance de cause, tout en sachant que celui qui décide parce qu'il y a un lien, parce qu'il y a un intérêt par rapport à ma personne, lorsque sciemment on bénéficie du fruit d'un acte délictueux, on est passible de poursuite pour recel. Donc, si dans votre naïveté, monsieur Minas, vous candidatez pour être sous-marinier et que vous n'en savez rien, vous n'avez aucun lien avec celui qui vous recrute, on ne viendra pas vous chercher sur un recel d'une prise illégale d'intérêt. C'est le fait de faire un acte, de commettre un acte, ici d'accepter ou de bénéficier du fruit d'une infraction en le faisant en connaissance de cause. Et dans ce cas-là, Bruno, excuse-moi, mais dans ce cas-là, le piston, alors on sait que le piston, ça existe partout. Le piston, dans tout ce que vous nous expliquez, le piston, il entre dans quel cadre alors? Alors, le piston, je vous laisserai donner c'est pas un terme juridique. Je vous laisserai donner la définition. Mais dans ce cadre-là aussi, dans le cadre du pistonnage, on peut mettre quelqu'un qui n'a pas les compétences. Alors, le cadre de la prise illégale d'intérêt qui nous intéresse ici, j'espère qu'on parlera d'autre chose, de la prise illégale d'intérêt, on vise d'abord le décideur. Celui qui doit décider. Et qui a à sa disposition un certain nombre d'outils pour recruter. Si le piston permet de recruter la bonne personne à la bonne place,
selon les règles requises, a priori, pas de difficulté. Moralement, on peut s'interroger quant à l'égalité pour les candidats. Il y a un problème. Mais si vous avez un piston qui vous informe d'un recrutement à venir, que vous avez les qualifications requises, que le jury de sélection mis en place vous met en tête parce que vous êtes la meilleure, madame. On ne va pas vous le reprocher parce que vous avez quelqu'un qui vous a informé, qui vous a donné l'indication de la marche à suivre. Donc, le piston devient problématique lorsque le décideur ne décide plus qu'en fonction de cet intérêt qu'il a à vous recruter. Autrement dit, lorsque la motivation du recrutement, notamment, devient non pas seulement vos compétences, mais le fait que vous soyez proche d'une manière ou d'une autre, ou que vous ayez d'autres relations d'affaires. C'est ça. Mais évidemment, on ne va pas supprimer le piston, malheureusement, parce que ça a toujours existé. Mais la prise illégale d'intérêt, elle s'adresse aux décideurs publics. Ça concerne des décideurs publics qui, tout au long de leur mandat, de leur mission, ont à décider dans beaucoup de domaines. Ce n'est pas seulement des recrutements, dans le choix des entreprises, dans la désignation de prestataires de services. Si existe un soupçon d'intérêt de celui qui décide, il doit s'abstenir de le faire et trouver d'autres moyens pour choisir une entreprise. Alors, vous avez reconnu vous-même, lors de la conférence de presse d'hier, que les moyens de la justice ne sont pas illimités ici à Mayotte. Vous manquez d'enquêteurs. Et des citoyens peuvent se demander, mais est-ce que cette affaire est si grave qu'on ait besoin d'occuper 2 juges d'instruction plus des enquêteurs de la gendarmerie, alors qu'on est dans un département où on subit la délinquance, l'immigration clandestine massive, le travail non déclaré, etc., etc. Pourquoi mettre autant de moyens sur une affaire qui n'est peut-être pas si grave, à moins que vous nous disiez le contraire? Nous devons savoir ce que nous voulons. Nous avons des impératifs de développement. Nous avons des impératifs de probité pour des générations qui arrivent, pour des générations de décideurs qui arrivent. On ne peut pas scinder les préoccupations du territoire en morceaux. Tout est nécessaire. On ne peut pas construire une vie démocratique avec des institutions qui fonctionnent, qui pourvoient au développement, qui assure avec les moyens qui sont disponibles la construction d'un territoire et considérer que l'on peut passer outre, qu'on peut s'abstraire, on peut s'exonérer du respect des règles. Bien sûr, nous avons des défis multiples, mais tous ces défis, nous devons les affronter. La question de la délinquance, nous y sommes, mais vraiment nous y sommes à fond. On fait tout ce qui est possible. Nous avons quelques résultats encore insignifiants, mais on y met de l'énergie, on y passe beaucoup de temps, tous, les policiers, les gendarmes, les autorités de l'État, l'autorité préfectorale, la justice, nous y mettons de l'énergie, mais on doit aussi traiter ce sujet des atteintes à la probité. Alors vous avez raison, nous manquons d'enquêteurs spécialisés. On espère, on fait des demandes, on espère que ces enquêteurs ou ces équipes vont être étoffées à l'avenir, parce que les dossiers sont nombreux. Quant à la saisine de 2 juges d'instruction, c'est aussi le gage de l'impartialité. C'est aussi la possibilité d'offrir à ceux qui sont mis en cause, dont je rappelle que ces personnes sont présumées innocentes, c'est leur donner la possibilité de faire entendre leur défense au stade de l'instruction, non pas à un juge, mais à 2. Ça offre encore plus de garanties pour ces justiciables-là, parce que nous devons, notamment pour des affaires sensibles, nous devons à ces justiciables la garantie d'une impartialité sans faille. Et donc, 2 juges d'instruction, c'est cette possibilité de confrontation de points de vue sur un sujet comme celui-ci.
Alors, il y a déjà plusieurs personnes au téléphone. On va prendre une première personne. Allô, bonjour. Bonjour. Bon, il n'est pas prêt. En attendant, tout à l'heure, vous parliez du fait de la prise illégale d'intérêt. Alors, il y a une question, la personne l'a reposée 3 fois ici. Un maire qui emploie 16 membres de sa famille, frères, sœurs, cousins, cousines, amis, il est aussi président de son propre parti, est-il dans l'illégalité? Alors, c'est difficile de donner un avis sur un cas précis, puisque le procureur ne statue que sur des dossiers, avec des pièces, avec des éléments concrets. C'est la justice, en tout cas en France, c'est le contraire de l'arbitraire. C'est pas mon impression. Je peux avoir une impression à la lecture de ce que vous dites. Je peux avoir une intuition, mais elle n'est pas suffisante pour dire ici publiquement que ce maire dont il s'agit aurait commis une prise illégale d'intérêt, imaginant que toutes ces personnes aient été embauchées avant son élection. Oui, c'est une des possibilités. Une des possibilités. Vous avez d'autres collectivités publiques, mairies, intercommunalités et autres, dans vos tiroirs, dans vos dossiers? Oui, monsieur Minas. Il vous suffit de lire les rapports successifs de la Chambre régionale des comptes pour comprendre que les sujets de probité, d'atteinte à la probité sont nombreux. Vous devez faire le tri entre ce qui est du domaine de la mauvaise gestion, parce que la Chambre régionale des comptes, elle ne juge pas, enfin, elle signale simplement des cas, et il y a certains cas où c'est simplement de la mauvaise gestion, et d'autres où c'est carrément ce qu'on appelle familièrement de la magouille. Vous avez raison. L'émission de la Chambre régionale des comptes ne coïncide pas totalement avec les champs dans lesquels nous intervenons. La Chambre régionale des comptes fait des contrôles budgétaires, fait des contrôles de régularité budgétaire ou de régularité de la gestion, et toutes les erreurs de gestion, tous les mauvais choix de gestion stratégiques ou politiques ne tombent pas toujours sous le coup de la loi pénale. Il y a des tas de situations où des décisions peuvent paraître incongrues, voire inadaptées. Ce n'est pas pour autant que ces décisions tombent sous le coup de la loi pénale. Alors, nous avons des mécanismes de communication entre les institutions financières et nous. Ils doivent nous communiquer au visa des dispositions du Code des juridictions financières lorsqu'ils estiment, l'équivalent de l'article 40 que j'évoquais tout à l'heure, qu'ils doivent nous signaler. Donc, dans le lot des rapports des chambres régionales de comptes, il y a quelques faits qui sont isolés et qui nous sont signalés par des communications tout à fait officielles. Et d'ailleurs, c'est le cas dans le dossier dont il s'agit à l'instant, qu'on évoquait à l'instant. Il y a aussi un signalement de la Chambre régionale des comptes qui est arrivé en 2018. Alors, parmi les directeurs qui ont été mis en examen, je ne parle pas du président du conseil départemental, certains ne sont plus en poste, mais certains le sont encore. Est-ce que vous avez confirmation, ça, qu'il y aurait encore 2 personnes en activité? Je ne peux pas vous le confirmer. Non ? Je ne peux pas vous le confirmer. Parce que il y a derrière cela un risque financier pour ces personnes-là. C'est pour cette raison, d'ailleurs, vous avez saisi des biens immobiliers, c'est-à-dire au cas où ces gens seraient contraints de rembourser leur salaire, c'est ça? C'est potentiellement possible, oui. Et une autre question, c'est, vous avez dit tout à l'heure que l'instruction était encore en cours. Et était-il nécessaire de les mettre tous en examen alors que l'instruction n'est pas encore terminée? Ah, l'instruction en cours, la mise en examen est un acte d'instruction. Ça en fait partie. Et c'est une étape obligatoire. C'est-à-dire quand un juge d'instruction est saisi, au bout d'un moment, lorsqu'il constate que des indices graves ou concordants sont réunis, autrement dit, qu'il y a suffisamment d'éléments qui lui laissent penser que telle personne a commis les faits qu'on lui reproche, il est même un peu obligé de le mettre en examen. La mise en examen, c'est concrètement le fait de reprocher officiellement et en présence de l'avocat à une personne qu'on estime avoir commis à ce stade une infraction. Donc la mise en examen, c'est un passage obligé
mais qui ne présume pas de la culpabilité. Au moment de la mise en examen, et vraiment il faut insister, le juge constate qu'il y a des indices graves ou concordants. Des indices graves ou concordants. Il ne dit pas qu'il est coupable. C'est vrai que c'est resté dans la tête des gens depuis Les l'ancien gens le voient mot déjà. d'inculpation, qui a changé depuis 25 ans. Mais ça. bon, dans l'esprit du public, mise en examen, c'est inculpé, c'est coupable. Non, la mise en examen, ce n'est pas la culpabilité. À l'issue de l'instruction, si le juge considère toujours, après avoir entendu les personnes, les confronter peut-être, recueilli des documents, fait des perquisitions, plein de choses, s'il estime que il y a, à ce moment-là, on change de terme, il y a des charges suffisantes. Il y avait des indices graves ou concordants au début. À la fin, il peut y avoir des charges suffisantes, c'est-à-dire suffisamment d'éléments recueillis au fil des investigations. À ce moment-là, il peut décider de renvoyer la personne devant le tribunal, mais il n'est même pas encore coupable. Il ne sera coupable que lorsque un tribunal, lors d'une audience publique, contradictoire, aura enfin décidé qu'il y a non plus charge suffisante, mais culpabilité, aura prononcé une culpabilité, le cas échéant une sanction. À ce moment-là, la personne est coupable. Mais jusque-là, toute personne, même mise en examen, est présumée innocente. Alors, il y a plusieurs appels et plusieurs messages. On prend 2 questions par téléphone et 2 par SMS. Le premier, bonjour. Oui, alors bonjour. Oui, on vous écoute, monsieur. Oui, moi, je voulais intervenir par rapport à ce que dit le procureur. Je salue d'abord le geste qui a été fait, le fait que la justice commence à rentrer dans les vraies raisons pour interpeller les bonnes personnes. Mais moi, une question, je voulais demander au procureur, est-ce que vraiment il pense que en mobilisant 2 juges pour une affaire de corruption, on va dire ça comme ça peut-être, une affaire de corruption au sein du conseil départemental, est-ce que c'est le meilleur que de mobiliser plus des moyens pour d'autres choses qui se passent à Mayotte? On va dire par exemple l'exemple d'une affaire qui a été passée en petite terre, l'affaire a été classée, comme quoi la personne, il a pas tué, il n'était pas en état d'ébriété et tout, donc tout ça là, c'est mis en cause, mais au moment où ils font la justice que quand ça les arrange. Moi, c'était ma question. Ils font la justice à Mayotte que quand ça les arrange. Merci, monsieur. C'est un peu la reformulation de la question que j'avais posée tout à l'heure. Alors, d'abord, les 2 juges d'instruction ne font pas que ça. Les 2 juges d'instruction ont chacun environ 95 dossiers. Et dans les 95 dossiers, il n'y a pas que de dossiers de probité. Ils traitent des agressions, ils traitent des cambriolages, ils traitent des atteintes sexuelles, des viols, des agressions sexuelles. C'est un dossier parmi 95 en moyenne pour chacun des juges d'instruction. Je laisse à cet auditeur la responsabilité de l'appréciation qu'il porte. Évidemment, la justice est critiquable. Elle est rendue au nom du peuple français. Chacun a le droit de la critiquer. C'est tout à fait normal. C'est une institution qui est animée par des personnes qui agissent sous serment. Je ne sais pas à qui ça arrange. Lorsque le monsieur dit quand ça les arrange, à qui? Ça arrange qui? Vous savez, ça ne m'arrange pas, moi, d'avoir à mettre en cause des gens que je rencontre tous les jours dans les instances. Ça ne m'arrange absolument pas, je m'en passerai. Donc, je ne sais pas à qui ça arrange, mais en tout cas, l'objectif et l'idéal de justice qui anime ceux dont c'est le métier ne peut pas souffrir de suspicion de quelque nature que ce soit. On fait ce qu'on doit faire selon le serment qui est le nôtre. Parfois, on a l'impression, les reçus qu'on reçoit, les impressions qu'on a quand on fait les reportages, c'est les gens qui disent que la justice n'est là que pour condamner les Mahorais. Quand il s'agit des Mahorais, on va accélérer la machine. Bon, alors le Mahorais est citoyen français. Le Mahorais est citoyen français. Évidemment, si vous allez en Dordogne, il y a plus de chances qu'on condamne des gens de Dordogne. Si vous allez en Meuse, il y a plus de chances qu'il y ait des Meusiens qui soient condamnés là-bas. Si vous allez en Côte d'Or, il y a plus de chances que ce soit des habitants de Côte d'Or qui soient condamnés et non pas des Mahorais. Alors regardez, allez-y dans l'Aveyron, demandez combien il y a de Mahorais qui sont condamnés là-bas. Moi, je pense qu'on y condamne plus des Aveyronnais. Donc c'est tout à fait logique
que la population la plus nombreuse, si vous regardez dans l'échantillon des personnes poursuivies, évidemment, il y a plus de Mahorais, en tout cas des gens qui résident ici. Il n'y a pas, non, ces suspicions. Moi, j'allais dire, la justice a une difficulté, c'est d'être compréhensible. Nous savons, moi je sais, que les décisions que nous prenons ne sont pas toujours compréhensibles. La loi elle-même n'est pas toujours compréhensible. J'incite les auditeurs qui nous écoutent d'aller sur Internet, de taper Légifrance et de lire toutes les lois qui y sont et de nous dire qu'est-ce qu'ils y comprennent. Donc, la loi elle-même n'est pas toujours d'accès facile. Et son application, parfois, suscite des interrogations légitimes. Et donc, nous avons un effort de pédagogie, quand je viens ici pour expliquer tout ça. Nous avons un effort d'explication, parce que la loi, elle est complexe, parce que les décisions que nous prenons ne sont pas toujours compréhensibles, je l'admets, mais il y a des voies de recours. Lorsque nous prenons des décisions, heureusement, ces décisions peuvent être contestées auprès des instances supérieures. Voilà ce que je peux en dire. On prend une personne au téléphone. Bonjour. Bonjour. On vous écoute, monsieur. Oui, moi je veux revenir sur le sujet qui nous importe, je pense, aujourd'hui. C'est par rapport au président moi je vais aller franco, au président du Conseil général. Le fait qu'il ait signé des documents, donc sans peut-être vérifier, ou qu'il n'ait pas des gens compétents en dessous de lui pour faire la situation, genre c'est bon au niveau administratif, la situation c'est bon pour la personne. Est-ce qu'il il est dans le tort parce que c'est à lui de vérifier tout ça, ou en fait que ça soit clair, parce que là le président du conseil départemental il est engagé dans tout ça. Est-ce que lui, au niveau administratif, genre signature, il n'a pas des gens qui sont compétents pour le suppléer dans tout ce qui est administratif? Il est engagé comment par rapport à tout ça? Merci, voilà. Monsieur. Oui, ça, c'est une bonne question. C'est un peu ce que je demandais tout à l'heure. Est-ce qu'il est là parce qu'il est président du conseil départemental, donc nécessairement c'est lui qui paye, ou bien peut-être que sa responsabilité peut être atténuée du fait que le président ne va pas s'occuper du recrutement de chacun des chefs de service. Alors, dans les administrations publiques françaises, il y a des mécanismes, effectivement, quand on est au sommet de la hiérarchie, il y a des mécanismes qui permettent aux autorités de déléguer à des agents sous son autorité la possibilité d'agir, de signer à sa place, ou de vérifier, ou de préparer les décisions. Alors d'abord une précision, une délégation de signature n'exonère pas celui qui délègue de sa responsabilité. On peut déléguer sa signature, mais on reste responsable. Première chose. Deuxième chose, je disais tout à l'heure, en début d'émission, au pénal, on n'est responsable que de son propre fait. Et s'agissant de la prise égale d'intérêt, on est poursuivi parce qu'on a un intérêt. Alors, peut-être que la décision n'est pas bien préparée à la base, ça peut arriver, que les fonctionnaires sous son autorité n'ont pas vérifié nécessairement, mais on ne peut pas ignorer que celui que l'on nomme, c'est quelqu'un de sa famille. On ne peut pas ignorer que l'entreprise qu'on choisit, c'est son ami d'enfance, avec qui on va toujours à la pêche. Donc, il y a effectivement, factuellement, dans le fonctionnement courant d'une institution, le fait que le dirigeant supérieur n'est pas forcément à la manette pour écrire, préparer les décisions. Mais s'agissant de la prise illégale d'intérêt, la recherche de l'infraction oblige à vérifier que au moment où il signe, on lit
au minimum. Ce que l'on sait. Donc on ne peut pas jouer l'ignorance. On ne peut pas jouer l'ignorant. En tout cas, si les faits sont établis, c'est le travail de l'instruction. Voilà, on ne peut pas ignorer que la personne que l'on nomme, c'est son épouse, c'est sa femme, c'est ses enfants, ou l'entreprise qu'on va chercher, c'est celui de son beau-frère, etc., etc. On a entendu les auditeurs toute cette semaine qui se demandaient à quoi servait alors le service de l'égalité, qui normalement reçoit les décisions des différentes collectivités. Alors, il faudrait poser au responsable du service de l'égalité, qui est au niveau de la préfecture. Le service de l'égalité vérifie la régularité formelle. C'est-à-dire, est-ce que toutes les pièces sont là ? Est-ce que le circuit administratif a été respecté ? Le contrôle de l'égalité ne va pas forcément aller vérifier si celui qui a signé a un intérêt auprès du bénéficiaire. Ne va pas jusque-là. Même s'il reçoit des signalements ? Alors, je ne veux pas répondre à la place concrètement, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé concrètement. Il faudrait avoir un dossier pour pouvoir apprécier. Et encore, ce n'est pas à moi de répondre sur le contrôle de l'égalité. Mais le contrôle de l'égalité, c'est un contrôle de régularité, et de régularité formelle. C'est-à-dire qu'on présente un dossier avec l'ensemble des pièces, et le service vérifie que toutes les pièces sont là, que le circuit a été suivi, que les commissions ont statué, bref, mais ça ne va pas... C'est pas lui qui fait le recrutement, en tout cas. Il ne fait pas le recrutement, et surtout, il ne vérifie pas s'il y a connivence entre celui qui a signé et celui qui est bénéficiaire in fine de l'opération. Une personne au téléphone. Bonjour. Allô ? Oui, bonjour. On vous écoute, monsieur. D'accord. Alors, moi, j'ai une question qui rentre cette fois dans le cadre des recrutements légaux. En l'occurrence, tout ce qui est l'organisation de concours, etc. Mais sauf que maintenant, si parmi les membres de jury, il y a un qui a un lien familial, que ce soit oncle, mari ou tout ce que vous voulez, avec les candidats, est-il légal aux yeux de la loi ? Eh bien, ça pose problème, monsieur. Si cette personne, effectivement, le candidat arrive à réussir le concours, ça ne peut pas mettre un doute à l'égard de la loi ? Eh bien, ça pose problème, monsieur. Je ne vois pas comment un mari ou une épouse peut être dans un jury pour recruter son conjoint. Ça sort, c'est du bon sens. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, et ça nous arrive à nous au tribunal, lorsqu'on doit juger quelqu'un que l'on connaît, on se désiste. On laisse à d'autres le soin de siéger à notre place. Si j'ai quelqu'un, un ami, un proche, quelqu'un de ma famille, qui doit passer au tribunal, mais moi, je n'y vais pas. Je laisse la place à d'autres. Et ça existe chez nous, ça existe dans toutes les instances qui doivent décider. C'est l'exigence d'impartialité. Parce que même si je ne fais rien, même si on ne fait rien, il y aura toujours un soupçon d'une partialité parce qu'on a un lien de famille, un lien d'amitié. Et donc, si on veut garantir l'indépendance et la régularité de ce genre d'instance, quand on est dans un jury, on ne peut pas faire passer un concours à son conjoint. Ça me paraît être du bon sens. Et une question ici qui revient, en tout cas, la personne trouve que le timing, il le trouve un peu bizarre, puisque on est à quelques 2-3 mois de l'arrivée du président de la République. Est-ce que ce n'est pas pour discréditer les élus mahorais ? Absolument pas. Vous savez que l'autorité judiciaire est indépendante. Et en l'espèce, les juges d'instruction ne reçoivent des ordres de personne. Et le calendrier, j'ai essayé de rappeler le processus de ce dossier. J'ai rappelé aussi, peut-être pas tout à l'heure, que jusqu'en septembre dernier, on n'avait que 2 juges d'instruction. Et depuis septembre, nous avons un 3e juge d'instruction, notamment spécialisé en matière économique et financière. Ça peut expliquer l'accélération d'un certain nombre de dossiers, celui-ci et d'autres qui sortiront. En tout cas, ce calendrier n'a pas été conçu en fonction d'un calendrier politique qui nous échappe complètement et pour lequel on n'a aucune prise. Soyez rassurés, monsieur,
on peut annoncer la venue du président ou pas. Ça ne modifie, mais alors absolument pas, le calendrier judiciaire. En tout cas, un juge d'instruction n'a pas à se préoccuper d'un calendrier politique. Et puis, pour le discrédit, il faut être réaliste. Ce que l'on reproche ici à quelques élus, on le reproche à d'autres élus autre part en France. Ce qui se passe, ce qu'on dénonce ici, qu'on poursuit, se passe aussi dans d'autres départements. Ce n'est pas une spécificité mahoraise. Il y a des problèmes propres à Mayotte, bien sûr, mais les problèmes de probité se posent aussi dans d'autres départements métropolitains ou d'outre-mer. Alors, on a beaucoup parlé de cette affaire, mais avant cela, on vous voyait plus sur le front de la lutte contre ce qu'on a appelé l'écosystème de l'immigration clandestine. C'était le sujet numéro 1 ces derniers mois. On en entend moins parler. Vous avez eu des saisies de terrain. Je me souviens de la saisie d'un bateau. Il y a eu pas mal de gens qui ont été impliqués dans ces affaires-là. Est-ce à dire que c'est le calme plat? Il n'y a plus d'enquête? Il n'y a plus rien? Ça reste l'un des sujets majeurs à Mayotte. Tout le monde sait ce que l'immigration clandestine provoque comme dégâts sociaux, sur le plan économique, sur le plan des infrastructures scolaires, hospitalières, sur le plan de l'environnement. Et donc, ça reste le sujet. Et les enquêtes, malheureusement, prennent du temps. On vient d'évoquer des histoires de calendrier. On n'a pas abandonné ce sujet. Il y a plusieurs dossiers en cours. Mais il faut du temps pour démanteler les filières. Il faut du temps pour mener des investigations. Et ce sujet reste toujours d'actualité parce que nous considérons autorité judiciaire, mais aussi autorité préfectorale. Nous sommes sur la même longueur d'onde là-dessus. On ne peut pas efficacement lutter contre l'immigration clandestine si on ne s'attaque pas à cette économie souterraine liée à l'immigration. Alors, elle n'est pas tellement souterraine à Mayotte, cette économie liée à l'immigration. Le fait d'avoir des travailleurs non déclarés, qu'il s'agisse de travail à domicile, qu'il s'agisse de chantiers de construction, qu'il s'agisse d'agriculture, de pêche, c'est extrêmement répandu. On l'appelle souterrain parce que... Oui, parce que c'est la façon dont on l'appelle en métropole, mais c'est pas le cas. Spontanément, ça ne vous saute pas aux yeux. Il faut une investigation. Vous avez raison. Il y a depuis trop longtemps installé sur ce territoire des pratiques qui consistent à faire appel à une main-d'œuvre de clandestins dans les différents secteurs que vous avez évoqués. Il faut que ça change. Il faut que ça change d'abord parce que tout le monde se plaint de cette immigration. Or, qu'est-ce qui nourrit cette immigration? C'est l'idée ou la possibilité pour ceux qui viennent clandestinement de pouvoir trouver ici un travail dans cette économie parallèle. Mais ça crée des dégâts aussi sur le plan économique. Ça fausse les règles de la concurrence. Et on ne va pas développer ce territoire avec une partie de l'activité économique qui échappe aux règles instituées partout sur le sol national. Donc, dans différents champs, vous avez cité le travail clandestin, il faut citer l'habitat insalubre. C'est un fléau. Alors, l'habitat insalubre, j'entends par là la mise à disposition d'habitations de fortune, mais qui rapportent tellement gros à leurs propriétaires, la mise à disposition auprès de personnes en situation irrégulière. C'est-à-dire, vous voulez dire par là que les coûts un peu médiatiques qui ont été donnés ces derniers mois, c'est pas uniquement justement des coûts médiatiques, c'est-à-dire ça continue, ça. Vous savez, M. Ménard, j'ai accepté volontiers de venir devant votre plateau. C'est la première fois que je vais devant un plateau. Moi, je m'en passerai de coups médiatiques. Je ne suis pas candidat à une élection. Je n'ai pas besoin qu'on m'aime. Enfin, ma famille, ça suffit. Et mes amis, ça me suffit largement. Donc, je n'ai besoin de plaire à personne. Donc, le coup médiatique, ce n'est pas mon sujet. C'est vrai qu'on a communiqué, parce qu'il était important aussi que le territoire sache ce qui se fait
en cette matière. Donc, c'est pas seulement un coup ou des coups médiatiques, c'est une façon aussi de rendre compte, et c'est un devoir pour les autorités publiques, y compris l'autorité judiciaire, c'est un devoir de rendre compte de son activité. Je disais tout à l'heure que nous avions un problème, nous, autorités judiciaires, de faire connaître et de faire comprendre ce que nous faisons. Il est nécessaire aussi qu'on rende compréhensible, il faut que nos concitoyens sachent ce que nous faisons. La communication, elle ne sert qu'à cela, à expliquer aussi qu'on fait des choses, qu'il y a des actions. Et aussi, il y a une démarche de prévention. C'est la prévention, oui, parce que ça une démarche de prévention. On dit aux gens, faites attention. Voilà ce qui peut arriver. On sait bien que pendant longtemps, les choses se sont passées comme ça. Mais Mayotte est un département français. Il faut progressivement changer cette façon de faire. Et la loi va être impitoyable. Il faut que chacun le sache. Il faut que chacun le sache. Lorsqu'on est au-delà de la ligne rouge, on en subit les conséquences. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper justement à cela quand on est déjà un peu baigné dedans ? Je précise un peu ma question. Il y a sans doute dans d'autres collectivités des situations qui sont semblables à celles du conseil départemental. Il y a plusieurs témoignages ici. Est-ce qu'il peut y avoir une sorte d'indulgence à des gens qui viendraient vous dire, écoutez, là vous êtes venu vous attaquer à une situation qui était tellement ancrée chez nous, bon, on va essayer d'arranger les choses, mais s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on va essayer de s'en sortir. Pardon, monsieur le procureur. Moi, je n'accorde pas de pardon. Je ne suis pas une autorité religieuse. Que ces situations qu'on découvre ici se passent ailleurs, c'est une évidence. Deux choses. Il faut d'abord que les décideurs publics prennent acte pour aujourd'hui et pour l'avenir d'un changement. C'est pas tout ça. Il ne faut pas faire de l'amalgame. On n'a pas tous les élus, tous les décideurs publics. Tous pourris, pas du tout. Mm-hmm. Bon, faut être extrêmement précis. On parle, nous, des dossiers précis. Hein. Je ne parle que de cela. Il faut d'abord que ces décideurs publics prennent acte de cette politique pénale qui va se poursuivre et peut-être même s'accentuer. Deuxième chose, lorsqu'on vient devant un tribunal, qu'on est poursuivi, on a plusieurs postures. Il y a celui qui ignore tout, malgré les preuves. C'est sa responsabilité. Mais ce que vous dites, on voit aussi des gens venir, de bonne foi, dire voilà ce que j'ai fait. Et voilà surtout ce que j'en ai tiré comme conséquence pour l'avenir. Il y a un principe en droit pénal, c'est l'individualisation de la peine. On ne paye pas pour les autres, quoi. Voilà, et puis surtout, on adapte. La sanction, s'il y a sanction dans les dossiers qu'on travaille devant le tribunal, s'il y a sanction, elle est prise de façon adaptée en fonction de ce que la personne donne à voir, de sa prise de conscience par rapport au fait qu'on lui reproche, de son engagement dans l'avenir, de sa personnalité, bref, d'un certain nombre de choses. Monsieur le procureur, il nous reste même pas quelques secondes. On a fini. Juste un mot, j'ai un message de la part de notre confrère éditorialiste ici, Saïd Ismaël Combo, qui me dit que de mémoire de Mahorais, jamais un homme de loi n'est venu faire un tel travail de pédagogie au bénéfice des auditeurs et des téléspectateurs. Donc, je crois que tous peuvent vous remercier, en tout cas, d'être venus nous voir aujourd'hui. J'espère avoir apporté quelques éclaircissements, mais c'est tellement compliqué. Il faudrait presque... Une autre émission. Mais il faut trouver le temps. Et le temps me manque beaucoup. Je voudrais simplement, pour terminer, dire, on n'a qu'une seule mission. Que Mayotte ne soit pas une exception dans la République française. Elle doit l'être pour sa culture, pour tout ce qu'elle a de bon, de ses valeurs. Mais elle ne doit pas être l'exception qu'on va pointer du doigt, supposant que là-bas, parce que c'est un peu loin de Paris, on peut tout y faire. Merci beaucoup. Merci, monsieur le procureur. Merci à vous tous. Très belle journée à tous. S'exprime ce soir sur un possible report